Bonjour et bienvenue sur Entre Podcast. Je suis Jonathan, je suis accompagné d'Anne-Laure, comme d'habitude, et d'avec Franck Michel. C'est pas comme d'habitude, mais on a quand même fait 4 épisodes ensemble. Ouais, c'est vrai. On est au Grand Bivouac, comme ça se voit un petit peu derrière nous. Franck Michel, en très résumé, t'es un anthropologue. On peut dire ça. On peut dire ça. Et tu parles, enfin, t'as pas l'air d'avoir ton terrain hyper précis où tu retournes chaque année éventuellement, parce que là t'écris sur la Patagonie par exemple. Ouais, enfin j'ai quand même un terrain, j'aime pas trop parler comme ça, parce que c'est des anthropologues, parfois ils ont un peu la grosse tête, donc parfois ils utilisent le mot terrain pour se l'approprier, toi. Ouais. C'est pas du tout ce que j'ai envie de dire évidemment, mais en même temps j'ai quand même un terrain majeur, on va dire, qui est l'Indonésie, qui est Bali, où j'habite une partie de l'année, donc où je vais tous les ans pour reprendre ce que tu as dit. Mais après c'est vrai que peut-être contrairement à d'autres j'aime bien faire des analyses comparatives, j'aime bien aussi voir ce qui se passe ailleurs. Et du coup là j'ai fait un terrain je suis allé 4 fois en fait en Patagonie pour parler un peu d'autre chose, quoi, parce que ça me paraît intéressant de mettre en perspective. Tu vois, si je me permets encore une petite comparaison, puisqu'on est un peu à ce niveau-là, c'est les nomades de la mer. T'as beaucoup de ce qu'on appelle parfois les gitans de la mer aussi, je crois, les Badjo par exemple en Indonésie. Et il y a aussi des nomades de la mer au Chili, au sud du Chili, enfin d'anciens en tout cas, génocidés pour la plupart. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ces comparaisons-là. Ok. Voilà. C'est cool. En tout cas, alors le livre En route pour la Patagonie qui est sorti il y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, je crois, quand on enregistre. Donc j'ai pas eu le temps de tout lire, malheureusement. J'ai souligné quelques trucs, mais c'est bien parce qu'on va parler dans le sens un petit peu général aussi. Toi, tu l'as pas lu. Et toi, tu l'as pas écrit, c'est ça? En fait, on est des feignants. Mais je vais le lire. Mais, là, en festival, c'est un peu... C'est un pavé en plus que tu as fait. Eh ouais, on m'a toujours dit qu'il faut écrire des bouquins plus petits si tu as envie. Non, mais c'est. En fait, oui, voilà, je pouvais pas écrire moins. Parfois, c'est peut-être un peu petit, mais j'espère que c'est un peu joyeux comme lecture et pas seulement. Surtout pas universitaire. Ouais, parce que c'est un truc. Alors, il y a certains livres d'anthropologie, il me semble, qui sont vraiment, comme tu dis, peut-être c'est le mot que tu utilises pour universitaire. Moi, j'ai pas été à l'université. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Mais qui sont comme ça, un jargon un peu trop spécialisé qui va rebuter beaucoup de gens en fait. Oui, c'est pour les spécialistes, mais si t'es pas dans. Et là, l'idée, c'est quand même que c'est aussi tout le monde puisse le lire. Un anthropologue ou un mécano. Voilà. Tu vois, c'est vrai, c'est sympa. Et alors, tu nous raconteras peut-être un peu comment ça a été fait, mais tout le long du livre, on te suit un petit peu le long de la route de la Patagonie, en fait. Et du coup, les canaux surtout. Les canaux, ouais. Mais du coup, il y a une certaine suite logique, et puis on bouge assez vite, on va dire, enfin relativement vite à chaque chapitre vers un nouvel endroit et tout ça. Et du coup, c'est pas vraiment un récit de voyage parce que il y a quand même beaucoup d'anthropologie dedans et ça va plus dans les détails, mais ça se suit un petit peu comme un récit de voyage en fait, où on a quelqu'un qui part du point A et qui part au point B. Par contre, tu le dis au début du livre, donc c'est pas un secret, mais c'est pas vraiment ce que t'as fait en vrai, quoi. C'est-à-dire t'as été retourné plusieurs fois sur l'endroit et à chaque fois t'as été dans des zones et t'es retourné à plusieurs endroits, quoi. Ouais, alors c'est pas vraiment le mode de la fiction, mais c'est vrai que j'ai fait un peu ça comme un voyage du nord de la Patagonie au sud de la Patagonie chilienne. Et en fait, il y a des endroits, par exemple, je sais pas, Puerto Aysén, par exemple, je suis allé 4 fois, mais donc du coup, je le fais comme si c'était un peu en une fois. Comme ça, je fais comme si c'était un trip, si tu veux, qui a été fait en une fois pour que ce soit plus intéressant et aussi plus comme un peu chronologique, y compris sur le plan de l'espace, qui est une logique un peu plus cohérente. Par contre, c'est quand même été, là, c'est, on va dire, surtout 3 voyages différents, quoi. Et c'est quand même les 2 derniers qui vraiment sont le voyage du bouquin. Donc en fait, c'est un peu 2 voyages en un que j'ai rassemblé pour expliquer le fil conducteur, si tu veux, toi. Et l'idée, c'est vraiment de partir de Puerto Montt, qui est un peu la porte de la Patagonie, si on veut, avec un débat un peu bizarre. Et puis après, d'arriver en fait à Puerto Natales ou à Punta Arenas, au sud. Mais le cœur, c'est ça qui est très important. Le cœur du bouquin, c'est Aysén, dans la province d'Aysén, qui est en fait qui est la 11e région pour les administrateurs chiliens, et qui en fait qui est un peu le cœur du bouquin, parce que c'est un peu ce que d'autres... une amie, par exemple, la photographe américaine qui vit là-bas, elle a écrit un beau livre qui s'appelle La Patagonie oubliée. Et c'est ça, c'est un livre de photos, mais toi, c'est ça, c'est la Patagonie oubliée, celle qu'on oublie, mais aussi que les touristes oublient. Parce que les touristes, en fait, ils vont souvent à Pucón, qui est au nord, et à Torres del Paine, qui est au sud, qui sont vraiment les spots touristiques les plus délirants. Et moi, je suis pas allé là-bas.
Okay. Donc le but, c'était pas de parler de ce que tout le monde parle, surtout les tour opérateurs. C'est pas les spots, les vrais spots touristiques. C'était pas l'objectif. C'était plutôt d'aller dans ces endroits où qui sont plus reculés, qui sont plus paumés. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est les voyageurs, alors que ce soit des routards ou des voyageurs organisés, ils passent souvent, tu vois, de Pucón à Torres del Paine, souvent très vite, soit en avion, soit avec un bateau qui fait 3-4 jours, etc. Mais ils s'arrêtent parfois, ça arrive au milieu, s'ils prennent la route australe, tu vois. Mais ils vont à la limite arrêter un ou deux spots, mais il y a tellement de choses à voir entre les deux, et ils prennent pas leur temps. Et c'est là le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on ne prend pas son temps. Et il y a un proverbe patagonien très important, c'est qu'en Patagonie, celui qui se dépêche perd son temps. Très important, je vous laisse méditer. C'est très important. 5 minutes de pause. Parce que c'est valable évidemment en Patagonie, dans l'esprit du lieu, tu vois, et des gens. Mais ça serait bien aussi dans les Alpes, en Bretagne, en Alsace, en Suisse, partout chez nous. Ouais, ben, de toute façon, on en parlait quand on avait enregistré aussi, tu nous disais la même chose, de prendre le temps justement de s'arrêter un petit peu, d'explorer, de connaître les gens et d'aller au coiffeur, tu nous avais dit d'aller au cinéma et tout ça, c'était très drôle. Bien ça. Ouais, c'est vrai, je me souviens, ouais. De pas consommer les lieux, quoi. Mais Ouais, de les vivre. En fait, c'est ça, c'est différent. Ne prenez jamais une collaboratrice qui a des longs cheveux, c'est une horreur pour les micros. Méfiez-vous des barbus. Aussi, méfiez-vous des barbus. méfiez-vous des barbus. Bon, ça n'a rien à voir avec la Patagonie. Et on fait rire le pauvre Franck. Mais c'est hyper intéressant cette façon de voir. Mais du coup, alors, on peut se poser la question, tu y réponds dans le bouquin, mais on peut en parler. Pourquoi la Patagonie? Et est-ce que c'était un travail d'anthropologie? Tu t'es dit, tiens, je vais prendre la route et je vais prendre des notes, voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est quelqu'un qui dit, hey Franck, il faut que tu nous aides à vendre la Patagonie? Enfin, un petit peu comment ça se passe, parce que c'est toujours intéressant. Parce qu'un voyageur, globalement, il voyage, il prend des notes et après, voilà, il fait son bouquin. Ben là, en fait, c'est intéressant parce que c'est un projet en fait très officiel. À la source de ça, c'était un ami qui était présent en Grand Biwak, là, qui a beaucoup vécu au Chili et qui en fait m'avait invité pour un colloque en 2011 à l'université là-bas. Et depuis 2011, en fait, du coup, je suis retourné. Puis à un moment donné, il y a eu un projet que lui, notamment, il dirigeait en Patagonie, à Coyhaique, qui est le centre d'Aysén, capitale régionale d'Aysén. Et un centre qui s'appelle le CIEP, pour aller vite, qui est un centre de recherche, en fait, un peu comme le CNRS tu es ici, et qui, en fait, à l'intérieur de ce centre, il développe un concept qui est le tourisme scientifique. Ouais, j'avais noté ça justement, voilà, et je ne savais pas du tout ce que c'était. On en parlera peut-être un peu, mais, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment intéressant, c'est nouveau, on est vraiment dans quelque chose qui a un concept qui est en train de se développer autour de tous ces nouveaux tourismes, toi, en gestation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que avec le projet, finalement, après, il y a eu un peu des projets de recherche, de chercheurs qui sont venus, etc. Et puis, l'idée, c'était tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec un anthropologue? Parce qu'il y a beaucoup de géographes là-dedans, il y a beaucoup aussi biologistes, des géologues, etc. Et moi, je suis science molle, d'accord? Donc, j'assume la mollesse de ma science. et donc, par rapport à ça, je me dis, un anthropologue, c'est peut-être intéressant aussi dans cette histoire-là. Mais j'avais pas envie de faire une sorte de rapport très officiel, tu vois, universitaire, avec des statistiques, avec des entretiens très classiques et tout ça. Donc l'idée, c'était plutôt de rencontrer des gens, de partir sur le mode, je pars de Puerto Montt. En gros, l'idée, c'est pour ça que le fil conducteur du bouquin, c'est ça. Je pars de Puerto Montt et je vais jusqu'au sud, et je passe et je regarde comment je ressens les choses. C'est-à-dire, non pas comme un spécialiste qui a bossé pendant 50 ans sur la Patagonie, ce que je ne suis pas, mais comme un type qui habite en Indonésie, qui est habitué à d'autres choses, et qui en fait perçoit les choses quand même comme un anthropologue, mais aussi un peu comme un écrivain, un peu comme un observateur. Et puis c'est un peu je dirais, c'est un peu le regard distancié, tu sais, le regard lointain, ça, et un peu qui permet en fait finalement de dire des choses que les locaux, y compris les chercheurs locaux, parfois ne peuvent plus dire. Soit parce qu'ils n'ont pas le droit, soit parce qu'ils s'autocensurent, soit parce qu'ils n'ont plus l'habitude, soit parce qu'ils ne voient plus. J'ai les mêmes problèmes, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient à Bali. J'ai des gens qui viennent, après 2 jours, ils voient des choses que moi je ne vois plus, parce que je suis trop dans les lieux. Et donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est un peu ce regard, ce regard, Lévi-Strauss a parlé de ça, ou d'autres gens, voilà. Et je pense que c'est vraiment assez intéressant de prendre la distance, parfois, pour plus s'approcher du but. Et donc, quelque part, l'idée, c'était de partir dans le cadre de ce projet,
Et alors, parfois, ça peut perturber un petit peu les gens, surtout les universitaires, toi, quand tu leur dis « Ah, mais je sais pas trop ce que je vais faire des photos, puis je vais regarder un peu les gens, je discuter avec eux, puis je fais un peu un récit. » Et c'est pour ça que le but, c'était de faire appel, de convoquer, si tu veux, la littérature internationale, mais aussi surtout chilienne, et aussi les autres travaux, des historiens, des sociologues, des anthropologues, etc., des géographes, et aussi donc il faut un peu travailler sur ce qui a été fait. Et moi, je voulais focaliser un peu aussi sur les peuples. Parce que la Patagonie, comment dire, 8 touristes sur 10 qui vont en Patagonie pour aller vite, au feeling, vont y aller pour la nature. Nature absolument splendide, toi, etc. Ouais, c'est ce qu'on vend en tout cas. Ouais. Voilà, et puis il n'y a personne, de toute façon, tu ne vas pas trop pour les gens, il n'y a pas grand monde, quoi. Mais je veux dire, il y a quand même des gens, malgré tout. Et donc, du coup, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens. Et même s'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'un exemple, ce qui est super, peut-être que dans une vallée suisse perdue, c'est pareil, mais tu vois, à Paris, c'est un peu moins le cas. C'est que tu vois quelqu'un, quand tu vois quelqu'un, tu es forcé de lui dire salut, quoi. Il te dit salut aussi, parce que bon, t'es pas sûr d'en avoir un autre avant un moment, toi. Et donc, il y a quand même, il y a une convivialité, il y a une manière de survivre ensemble. C'est que les gens ont besoin des autres. Il n'y en a pas beaucoup. S'il se passe un truc, je veux dire, quand tu es malade au fin fond d'un fjord, toi, en Patagonie, les secours, c'est pas la Savoie, toi, à ce niveau-là, toi. L'hélico, tu attends pas mal, enfin, tu attends, toi. Et donc, du coup, c'est pour montrer que c'est ça qui est intéressant, c'est la dureté de la vie. Et je te parle pas du climat, hein, je laisse imaginer. donc, du coup, voilà. Alors, juste une petite anecdote là-dessus, sur le climat, c'est que, tu vois, la couverture du bouquin, tu vois un peu comment c'est. Bon, il fait pas très beau, toi. C'est pas soleil, ça va. Et puis, voilà, mon ami Fabien, qui va donc inviter pour faire ce travail, ce projet avec qui je travaille, il me disait, bon, je fais des photos du ciel bleu, c'était beau, tout. Il me dit, mais c'est pas ça, la Patagonie, c'est pas ça. La vraie Patagonie, c'est la pluie, c'est la brume, c'est le vent, enfin, tu vois, Et donc, je me suis dit, mais il faut changer, il faut que je mette des photos, la réalité, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, et c'est vrai que les touristes qui vont là-bas, il y a toujours un moment, tu vois, où il fait très beau, et puis là, ça devient splendide. Mais la vraie Patagonie, c'est que tu vis tous les jours, c'est que les marins, les pêcheurs, des différents types de gauchos que je vais trouver sur place, là, ils vont la vivre différemment, tu vois. C'est qu'ils survivent dans cet espace qui est quand même pas évident, tu vois. Mais c'est tout le fantasme, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on va chercher en Patagonie. Et le touriste, ce qu'il va chercher là-bas, c'est justement une terre de refuge, une terre d'utopie, une des dernières terres, en fait, toi, où tu as l'impression que tout est possible. Ouais, c'est marrant, tu utilises le terme Far West à un moment dans ton livre aussi. Ouais. Moi, je sais pas, j'y connais pas assez en Patagonie pour dire ce que je m'imaginais, mais je me suis jamais imaginé ça comme un Far West, quoi. C'est un peu le pendant sud-américain, donc c'est le Far South. Et donc, ça, oui. Voilà. Et donc, mais dans l'esprit Far West, avec les chapeaux de cow-boy, et les wassos, ce qui est un peu l'équivalent chilien, en version plus conservateur, si tu veux, du gaucho, toi, pour aller vite un peu. Et quelque part, cette version-là, voilà, c'est des vrais cow-boys, quoi. Tu es au Texas, quoi. C'est pour ça que je commençais un chapitre sur Cochrane, la ville, ça s'appelle Cochrane. Donc forcément, tu penses à Eddie Cochrane un peu déjà, et puis après, tu arrives là-bas, c'est l'Amérique du Nord, quoi. Enfin, tu étais en plein fond du Texas, quoi, avec des types qui jouent les cow-boys, et c'est pas des endroits parfois, c'est pas des fiefs progressistes, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, je veux dire, on est quand même dans des ambiances qui sont rudes, quoi, tu vois, avec, mais bon, ça fait partie c'est ça qui est intéressant aussi pour un anthropologue ou pour un touriste, c'est de passer et puis d'observer ce qui se passe, quoi. Et ça peut aller du touriste le plus lambda, entre guillemets, au routard, au chercheur, voilà, à tous les niveaux, quoi. Et d'arriver à s'imprégner, tu vois, à infuser un petit peu dans ces milieux-là et apprendre un peu à voir ce qui se passe. Moi, dès que je suis sorti du bus, je suis descendu du bus quand je suis arrivé à Cochrane, par exemple. Une fois que c'est la fois celle que je raconte, c'est parce que j'étais aussi plusieurs fois là-bas, mais quand je suis arrivé avec le bus et puis voilà, c'est quand même hyper intéressant. J'écoutais des morceaux de Clash, tu vois, dans le bus, et j'étais à côté d'un type qui devait faire 145 kilos, tu vois. J'étais coincé, j'arrive pas à m'asseoir dans le bus, toi. C'était bien sympa au moment, mais c'était space, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai écouté Clash, et puis c'est un morceau qui s'appelle Washington Bullets, où il parle de Pinochet et des prisons, et voilà. Et donc, t'arrives là, donc les Chicago Boys, tu sais, les Chicago Boys, voilà, fait célèbre, qu'on change l'économie ultralibérale du Chili, etc. Et en fait, tu arrives à Cochrane, et puis les cow-boys qui sont partout, là. Tu te dis, c'est vraiment, donc du coup, j'ai parlé de ça, toi, j'ai mis de la citation, et puis le premier truc, quand je descends du bus, toi, le type, il me dit, mais
mais qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Et je trouvais ça. Les gens s'arrêtent pas. Forcément, tu as envie de t'arrêter quand on te dit ça. Enfin, quand quelqu'un te dit qu'est-ce que tu veux t'arrêter ici, forcément, tu te dis il faut que je m'arrête ici, quoi. Donc, c'est des exemples aussi comme ça que je trouve intéressants. Et puis, ça vaut vraiment la peine. C'est un endroit super, plein de choses. Voilà. Après, tout dépend dans quel état d'esprit tu es. Après, c'est le propre du voyageur, justement. C'est dans quel état tu es et qu'est-ce que tu es prêt à recevoir comme message. Et c'est vrai que quand tu vas, après, il y a 2-3 restos. C'est très intéressant quand tu vas manger le soir, tu es en plein. L'ambiance, mais voilà, c'est ça. Mais je sais pas si c'est là, les États-Unis, quoi. C'est les États-Unis pour certains endroits, c'est vraiment comme ça. Je sais pas si c'est là, mais il y a tout un moment où tu parles de la patate, en fait. Et où tu dis genre qu'il y a je sais pas combien de centaines de sortes de patates, ou peut-être de sortes de patates, mais qu'on sert toute la même dans tous les restaurants, et que c'est... Ouais, ça c'est pour... Alors ça doit être une autre ville que ça. Oui, c'est pas du tout, c'est carrément l'autre bout. Ah ouais, bon, c'est à Chiloé, c'est à Chiloé, donc voilà, et en fait, voilà, patate, ça c'est plutôt parce que Pablo Neruda a fait une ode à la patate aussi, toi. Et puis, je trouve ça toujours très drôle. Moi. Et donc c'est rigolo, intéressant de voir que c'est vraiment le pays de la patate, mais au Pérou c'est pareil, chez les Incas, etc. T'as plein de traditions qui existent, historiques, etc. Mais donc ils se battent un peu en duel, tu vois, les Chiliens au Texas, quoi. C'est un peu comme pour le pisco, tu vois, enfin, les Péruviens et les Chiliens, c'est vrai, c'est concurrence un peu, autour de la patate, c'est un peu pareil, tu vois. Les Boliviens sont très bons aussi là-dedans. Et du coup, la guerre de la patate. Et ce qui est intéressant, et la patate, c'est quand même, tu vois, c'est un aliment de base, justement, dans ces endroits-là. Et c'est intéressant de voir, tu vois, ils sont tellement fiers, ça devient un patrimoine vraiment immatériel, culturel, très important, tu vois. Donc tant mieux, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme chez nous, chez les producteurs bio de proximité, quoi. C'est que tu vas voir, il va dire, on a notamment un type que j'ai interviewé qui était très intéressant, qui disait mais c'est quand même délirant, on a des super trucs, produits à proposer, puis tu vas dans n'importe quel magasin, tu as la même patate, parce que voilà, mais là c'est le problème, voilà, sans être trop critique, mais de l'ultralibéralisme, toi, du Chili, quoi, notamment le saumon, enfin, le meilleur exemple c'est le saumon, quoi. C'est que leur saumon il est souvent pas terrible du tout, et il est exporté, puis il se termine dans les assiettes ailleurs dans le monde, quoi. Mais parce que l'industrie du saumon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sain pour le corps et pour autre chose. Et donc, de toute façon, je crois que tu dis que t'aimes pas le saumon ni le ski. Donc je vais pas t'inviter en Suisse ces jours-ci. Fais attention à ce que tu t'écris, tu vois, je me souviens. Enfin voilà, il faut être un peu critique aussi, sinon on titille pas faut titiller les gens un peu. Hein, toi, sinon après, faire réagir. Si on est toujours dans le mainstream et dans la bien-pensance, toi, officielle, dans ce cas-là, aujourd'hui, moins tu prends de risques, plus tu survis, quoi. Mais plus tu t'emmerdes dans la vie aussi. Hein. Aussi. Du coup, ça c'est le résultat c'est ce que tu présentes aux gens qui t'ont financé ou qui t'ont lancé dans ce truc-là. Ben ouais, donc le challenge, c'était aussi, c'est un challenge un petit peu, c'est d'essayer de bouger les lignes, tu vois, d'accord, d'essayer de pousser un petit peu. Alors, le but, c'est pas de provoquer, c'est pas évidemment d'être arrogant ou de dire critiquer bêtement, c'est surtout pas ce que je veux faire. Simplement, c'est à un moment donné, c'est de dire les choses quand il y a des choses à dire. C'est que donc il y a des gens que j'ai interviewés, ils m'ont dit des choses, je le dis. Alors c'est sûr qu'après ils ont peut-être pas l'habitude qu'on dise les choses aussi crûment, parce qu'on est à côté d'un genre on n'ose pas dire, tout le monde se connaît, on est tout ça. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle La Runta, qui est un peu dans le nord de la Patagonie, et qui est un croisement, tu vois, en fait. C'est vraiment un truc à la croisée des routes, on va dire, et qui est vraiment intéressant parce que c'est... Bon placement produit. Et qui est vraiment voilà, qui a un lieu emblématique sur la route australe. Donc la route australe, construite par Pinochet, fierté du régime dictatorial, etc., qui traverse toute la Patagonie, et là vraiment, voilà, on est vraiment sur l'esprit de la route, toi. Et avec tout ce qui est là de plus pénétrant, toi, dominateur, etc., toi. Et à un moment donné, tu vois, c'est un des seuls monuments à la gloire de Pinochet qui est encore en place, toi. Mais qui est vraiment, donc on voit bien Et puis alors moi évidemment, ça j'aime bien ces genres de discussions interculturelles quelque part, tu vois. Quand je discute avec des amis chiliens ou avec d'autres gens, c'est que j'avais écrit une petite chronique comme ça pour la presse chilienne, un copain a traduit en espagnol correctement, et qui disait, et donc c'est très intéressant, où je disais simplement, c'est quand même étonnant que ce monument, il n'y ait pas de graffiti, qu'il n'y ait pas des jeunes qui viennent la nuit faire des graffitis dessus, quoi. Putain, genre ce qui se passerait en France. C'est le premier truc qu'on ferait, quoi. Peut-être même en Suisse, on le ferait. Non, en Suisse, on laisse tout propre. Et du coup, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Et puis, en fait, après, tu apprends que la majorité des gens du village sont quand même encore pro-Pinochet.
et que finalement, Ils non, on attendent fait pas son ça. retour. Et si le jeune il fait ça, il prend des risques. Ça, c'est l'autocensure, quoi. Tu sais, le côté de la servitude volontaire et tout le reste, quoi. C'est ce qu'on dit toujours. Toi. Et donc c'est intéressant de voir là aussi. Et puis du coup, les journalistes ou les gens me disent, ah, mais toi tu peux dire ça, t'es français. Ouais, toi c'est mai 68, c'est la révolution. Enfin, toi, non. Et là on est dans le cliché. Bon, c'est très bien que tout ça c'est terminé. Hein. Il suffit de voir comment les Français accueillent les réfugiés syriens. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Hein. Bon, un autre débat. Faire mieux, c'est quand même intéressant pour montrer que je pense que les droits de l'homme c'est un peu terminé depuis longtemps, quoi. Donc on n'est pas trop là-dedans, mais l'image reste. L'imaginaire est toujours là. Tu vois. Et surtout quand tu vas au fin fond de la planète, tu vois, dans des endroits comme ça. Et ça c'est intéressant de voir ça. Tu vois. Et c'est vrai que moi je peux pas m'empêcher de dire ça. Je veux dire, parce que c'est pas parce que je suis français, je sais pas quoi, tu vois, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut se bouger, les gars, tu vois. C'est une question juste à poser, ouais. Voilà, le nombre de personnes qui me disent, ouais, mais ici, je sais pas, les hommes politiques, c'est ça, c'est l'argent, il y a que l'argent qui. Il y a même l'eau, c'est l'endroit au monde où vraiment l'eau, elle est encore privatisée, tu vois. Enfin, c'est quand même incroyable, tu vois. Ah ouais. Quand on arrive à des situations, tu vois, de monopole absolument délirant en termes de politique, mais c'est vraiment les Chicago Boys, hein, du coup, c'est vraiment l'histoire du Chili, que même Michel Bachelet au pouvoir en ce moment a beaucoup de mal à faire bouger les lignes, parce que, toi, c'est pas évident quand un pays est géré comme une entreprise. Le président précédent, tu vois, qui était Pinera au Chili, lui il disait que à la limite c'est un peu comme Lee Kuan Yew au Singapour, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il disait moi je vais diriger mon pays comme une entreprise. C'était le modèle, quoi. Enfin, par exemple, donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et donc tu as le résultat derrière, toi aussi, toi. Mais pas seulement le résultat en termes économiques ou en termes de modèle social, mais aussi en termes de mentalité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, je suis pas spécialiste dans l'économie, toi. Moi, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir l'effet que ça peut avoir sur les mentalités. Et ça, c'est délirant, toi. Je pense, accessoirement, sûrement l'économie, elle est plus facilement changeable que les mentalités qui découlent de ça, quoi. Voilà, tout à fait. Tu peux vivre dans une économie qui est différente, mais toujours avoir. Voilà, c'est que l'économie, si elle change, les mentalités, elles restent. C'est ça. Et du coup, il faut 1, 2, 3. Je le vois ailleurs dans le monde, toi, en Indonésie où j'habite. C'est comment ça prend. T'as une dictature qui est finie. Il y a beaucoup de liens, en fait, justement, entre. Souvent, je compare, toi, Pinochet à Suharto, parce qu'il y a beaucoup de liens. J'ai même fait une fois, parlé une fois dans les facs, tout ça, comparaison un peu entre les deux dictatures, toi, qui ont sévi à la même époque et tout ça, avec l'aide de la CIA, toutes les deux de la même manière, les mêmes réseaux, etc. Donc c'était très intéressant de voir quand même comment ça aussi ça fonctionne, toi. C'est qu'à un moment donné, il fallait éviter ce qu'ils disaient la gangrène communiste, toi. Donc ils se sont mis un peu partout d'accord pendant la guerre froide, tout ça. Et on voit comment les résultats sont, même malgré toutes les différences de culture qu'il y a évidemment entre ces deux grands pays, c'est que on retrouve parfois les mêmes facteurs, parce que les mentalités ne changent pas. La dictature elle est terminée dans les deux pays, mais l'autocensure, la peur, toi, elle est encore là, toi. Et bouger les choses, faut avoir du courage, et souvent tu es tout seul. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est difficile parce qu'en même temps, toi, quand je dis ça, c'est vraiment le français qui parle, toi. Et ce qui est énervant, c'est que on a vraiment plus de leçons à donner à personne, toi, je pense. Donc, c'est très, très important. Est-ce que quelqu'un peut donner encore des leçons C'est pas du tout ça, évidemment, que j'ai envie de faire le moindre instant, toi. Mais c'est plutôt la liberté que j'ai de pouvoir dire ce que je veux, quoi. Ça, j'estime que c'est important. Mais c'est vrai qu'après, je veux surtout pas, et c'est un peu le problème aussi d'une traduction en espagnol des bouquins, c'est que le but, c'est pas de dire que voilà, c'est pas bien ce que vous faites, nous on a tout compris, toi. C'est pas du tout ça, évidemment. C'est certainement. Mais simplement, on peut se permettre, quand on a une liberté, je fais la même chose en Indonésie, c'est d'essayer de dire des choses que parfois on a du mal à dire ou à entendre sur place, toi. Et donc c'est vrai que le fait, même quand je vois ça, toi tu peux le dire, t'es français, c'est bien. Bon voilà, c'est déjà une petite gratter un petit peu, tu vois. Le but, c'est quand même un peu de gratter là où ça fait mal, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu l'idée, quoi. C'est des petites graines qui peuvent éventuellement faire bouger certaines choses. Et puis en même temps, il y a eu il y a des barrages qui doivent être construits. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Toi, tu connais un peu le sujet des barrages à Belo Monte au Brésil. C'est un peu pareil là-bas, c'est le plus gros, Belo Monte. Mais c'est déjà pas mal là en Patagonie. Il y a quand même des grosses batailles. Et c'est quand même assez bien. Alors, voyons les choses aussi, c'est qu'il y a eu une mobilisation citoyenne, même s'il y a beaucoup de monde, ils se sont quand même bougés. Ouais. et du coup, et là, c'est quand même, l'an dernier, récemment, les barrages ont définitivement été, pour l'instant, ils ont réussi à les stopper. Stopper, quoi, toi. Et donc, ça montre quand même. Mais ils l'avaient fait au Belo Monte aussi, puis après ça a recommencé. Puis 20 ans après, ils sont revenus. Mais au Belo Monte, c'est mal barré, c'est carrément mal barré. Ouais, en 89, quand il est arrivé, ils ont réussi à le stopper. Bien sûr, c'est ça, je peux Ils sont venus en mode, on va le faire un peu plus petit. Alors, tout est possible Mais bon, c'est bien déjà de réussir à l'arrêter. Mais là, ils ont quand même sous la pression, et notamment la pression diverse. Donc, notamment, il y a des gens de tous bords qui ont contribué à ça, et notamment des expats, on va appeler ça comme ça,
des Américains un peu fortunés qui sont venus s'installer, qui sont ceux qui sont dans la deep écologie américaine, là, mais qui font du bon boulot de sensibilisation, de préservation de l'environnement, tout ça. Et tous ensemble, ils ont réussi à faire des choses contre les conservateurs, contre les habitudes, contre les mentalités, pour montrer que les choses peuvent bouger, mais qu'il faut batailler, il faut du temps, et il faut beaucoup du temps. Et parfois, ça m'est arrivé, même dans des écrits, je suis un peu, tu vois, des moments, tu penses que 5 ans plus tard, il y a des choses qui vont bouger parfois, et puis en fait non, il faut attendre 20 ans, quoi. Et souvent, c'est un phénomène qu'on remarque, et la patience, quoi. Il faut un peu de sagesse asiatique parfois pour capter ça, je pense. C'est pas mal. En tant que voyageur, alors, parce que là on a parlé un petit peu de politique, etc., mais en tant que voyageur, je trouvais super intéressant de lire ton livre, même si je ne l'ai pas encore fini, encore une fois, mais parce que des fois on ne sait pas comment se positionner en tant que voyageur, et notamment on n'arrive pas à savoir comment les gens sur place nous voient en fait. Et on n'a pas forcément le réflexe, surtout si on voyage rapidement, de discuter avec les gens. Et toi, tu as justement interviewé des gens, leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient du tourisme. Est-ce que c'est bien et mal? C'est vraiment trop, tu vois, c'est vraiment trop noir et blanc. Mais en voyant toutes les subtilités du truc, et je trouvais ça aussi super intéressant. Et ça questionne peut-être toi en tant que voyageur aussi. Peut-être que ça, je vais pas le faire, ou ça, je vais essayer de le faire différemment pour que ça corresponde plus à l'endroit. Est-ce que c'était aussi une de tes volontés à quelque part, pas seulement de éventuellement poser des questions sur place, mais aussi aux voyageurs qui liraient ce livre et qui iraient ensuite en Patagonie? Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée justement. C'est comment dire. C'est pas de vendre une destination. Tu vois, c'est pas de promouvoir une destination bêtement, si tu veux. Non, tu le fais pas. Hein. Mais c'est plutôt. Mais en même temps, c'est plutôt de la promouvoir indirectement. C'est-à-dire par l'esprit, par l'argumentation, par l'esprit critique, par la réflexion. Enfin, tu vois, par la documentation, des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens, l'idée, c'est pour ça que j'essaie de mettre quelques informations aussi dedans, quand même historiques, etc., pour qu'il y ait quand même un peu beaucoup à boire et à manger là-dedans, quoi. Ouais. Mais aussi, je pense que ce qui me paraissait important, c'est que les gens, très modestement, je dis ça, hein, évidemment, mais qu'ils essaient de voir plutôt quelque chose qui ressemble vraiment à la Patagonie et pas le mythe de la Patagonie, tu vois. Et toi, voilà, parce que c'est un peu fatigant. Tu ouvres Géo, tu as toujours les mêmes photos de la Patagonie, tu regardes, et puis bon, on voit toujours pareil de Bruce Chatwin, tu vois. Bon, très bien. Bruce Chatwin, il est assez critiqué quand les gens, il dit quand même beaucoup des conneries de temps en temps. Et puis voilà, et c'est un peu comme Charles Darwin, il parle de ça aussi, toi. Et puis c'est comme des sommités, tous ces gens-là. Et puis à un moment donné, on crée un mythe un peu particulier. Puis en fait, c'est un peu comme je te disais pour le temps, toi. C'est qu'à un moment donné, montrer la réalité, c'est moins sexy quelque part. Mais en même temps, est-ce que c'est pas plus authentique et plus réel et peut-être plus proche des gens, tu vois, plus proche d'une certaine vérité qu'on peut observer sur place, quoi, tu vois. Et c'était l'idée. C'est pour ça, focaliser sur la province de Aysén, tu vois, sur la région d'Aysén, c'est vraiment intéressant parce que quelque part c'est le vrai cœur de la Patagonie, plus que Torres del Paine, où tu as l'ambiance touristique est devenue complètement, c'est Disneyland. T'as toutes les marques de chaussures de trek qui sont sur la place. Voilà, t'as des Starbucks et des McDonald's. Voilà, quasiment, mais tu vois. Et donc, donc tu vois, c'est ça qui est aussi, c'est intéressant, c'est de voir comment essayer de sensibiliser le touriste ou le voyageur qui lui va aller là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est le profil de ce voyageur. Parce que le profil du voyageur qui va en Patagonie chilienne n'est pas exactement le même que celui, enfin même pas du tout même, que celui qui va évidemment, je sais pas moi je retrouve à Bali par exemple, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est peut-être même pas le même que celui qui va en Argentine, tu vois, du côté en Patagonie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est beaucoup plus cher au Chili. Donc, tu vois, il y a toute une partie des routards, ou de certaines parties de gens que tu vas zapper, tu vois. Ouais, qui évitent la région parce que c'est dangereux. Ouais, c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est un peu ça quand même, tu vois. Et en même temps, tu as ce côté, la Patagonie chilienne était beaucoup plus liée des fjords et de la montagne, tu vois, et moins de la pampa, tu vois, pour aller vite. Donc, ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est de voir cette fascination pour les glaciers, quoi. Donc tu as des gens, tu vois, il y a des gens, ils vont en Patagonie parce qu'ils veulent parler du matin au soir des glaciers, quoi. D'autres, ils vont parler que des oiseaux, tu vois. D'autres, des grenouilles. La grenouille de Darwin, spécialité locale, tu vois. On aime les grenouilles sur Voyagecast. Et puis t'as plein de trucs, et puis mais c'est super, mais chacun son truc, toi. Je veux dire, mais je veux dire, t'auras pas des, tu vois, c'est vraiment la nature dans sa splendeur, quoi, qui est vénérée, toi.
avec un sort de fantasme délirant rousseauiste aussi, toi, hein, genre qu'est-ce qu'on est bien à marcher ici tout seul, sans la modernité, sans tout ce que tu veux, et en même temps, voilà, en même temps l'eau est privatisée. Non, je veux dire, toi, c'est tout le problème qu'il y a un peu là-bas, mais je veux dire, c'est le voyageur, ce qui est intéressant une fois plus, c'est que toi, t'as beaucoup de Suisses par exemple, t'as beaucoup d'Allemands. Tu vois, c'est marrant, hein, et t'as pas mal de Français parce que c'est assez à la mode, mais t'es pas n'importe quel Français, toi. Tu vois, parce que c'est quand même, voilà, c'est un certain coût ce genre de voyage, et après tu as aussi, et c'est ça que je parle pas mal là-dedans, c'est t'as un tourisme un peu de croisière qui est très particulier, t'as un tourisme un peu de trek de luxe comme ça, si tu veux, toi. Et puis après t'as le routard, le vrai routard. Alors lui, toi, donc t'en as plein. Et eux, et après, tu as ceux que je compare au Christ en croix, qui sont des cyclistes, qui sont torse nus et qui roulent parfois, tu sais, comme ça, sur la route australe. Donc c'est le défi, toi. Et parfois, c'est très intéressant parce que des gens, ils s'éclatent, hein, et c'est très bien. Je dis c'est un peu rigolant, mais c'est pour le fun, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a certains, ils sont torse nus, tu vois, ils suent, ils sont de la poussière. La route australe, c'est assez difficile à vélo parce que c'est souvent de la piste, toi. Et puis, c'est le défi, quoi. Le défi d'aller au Ushuaïa, toi, d'y arriver, quoi. Et puis donc ils se dorment par terre, je les vois parfois, toi. Ah, j'en peux plus, mais c'est génial, ouais, très bien, on y va les gars. Et c'est très intéressant, toi. Et donc chacun est dans son. Et là, tu vois, j'ai rencontré un Suisse comme ça, par exemple, j'ai rencontré des Allemands, des Français aussi, mais un peu moins, et puis des Israéliens. Donc les Israéliens qui commençaient, bon, dans pas mal d'endroits en Amérique du Sud souvent, et puis en Inde. Même en Asie, aux Philippines, paraît-il, il y en a pas mal. Ouais, mais par exemple en Indonésie, ils n'ont pas le droit d'aller, on ne donne pas de visa. Donc ça dépend des endroits, toi, parce que là, c'est quand même les mecs qui viennent. Alors, je vais pas dire, pour aller vite, toi, c'est quand même les types qui sont pour Tsahal pendant 2-3 ans. Tu as les filles c'est 2 ans et les garçons 3 ans, le service militaire d'Israël. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément les plus ouverts pour beaucoup de choses, surtout à ce moment, ce qui se passe. Hein. Donc, ouais, tout à fait. Et donc au niveau et donc les types ils sont quand même assez dans un délire, toi, ils sont tous clonés, t'as l'impression, ils ont tous le même look, la même pensée, voilà, ils parlent tous leur langue et ils n'ont pas envie de parler autre chose, etc. C'est un peu bizarre comme manière de gérer. Puis du coup ça crée une sorte de, enfin il y a des scènes hallucinantes qu'on peut voir, et c'est ça que j'aime bien comme anthropologue, d'arriver dans des villes comme Puyuhapi. Puyuhapi c'est une ville sympa, assez germanique, toi, donc beaucoup de c'est une ancienne colonie de pionniers allemands qui a créé l'endroit. Et donc moi je faisais mes entretiens en allemand parfois, tu sais, avec les gens. Et puis en fait, puis notamment des gens très sympas, très ouverts. Puis parfois t'as aussi, c'est bizarre, puis après t'as des Allemands qui vont dire à un moment donné, ah non, marre des Israéliens. Et puis en fait tu te refais un peu l'histoire, quoi. Tu vois, c'est des drôles d'histoires, quoi. Puis t'as aussi, voilà, parfois t'as des drôles d'ambiance, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à, mais c'est vrai que du coup les Israéliens, ils dépensent le moins de trucs possible. Et puis ils sont pas toujours très respectueux, il faut quand même dire ce qui est. Vu ce qu'ils font un peu là-bas, je parle bien des routards là-bas, comment ils font parce qu'en fait eux, c'est simple. Tel Aviv, quand ils ont terminé leur service militaire, ils n'en peuvent plus les gars, hein, toi, ils sont frustrés, toi, à tout niveau, sexuellement, enfin tout ce que tu veux, toi. Donc ça donne quoi? Ils vont se lâcher, notamment avec l'alcool, toi. Ils vont se lâcher un maximum au bout du monde, toi. Donc allez en Inde, les gars, allez en Inde, et puis allez surtout vous défoncer. Ils ont carrément des subventions, etc. pour partir loin. Subventions pour aller se faire défoncer ailleurs. Subventions défonce. Pour pas faire des conneries trop à Tel Aviv et à Jérusalem, toi. Enfin, pour aller plutôt ailleurs, pour partir un peu. Et c'est pour ça, par exemple, la Bolivie vient de refuser les visas en partie pour les Israéliens, toi. Ils en ont marre, toi. Et donc là aussi, toi, est-ce que c'est anti-Israël? Tu sais, ça va vite, on dérape vite, tu sais, sur ce truc-là, toi. Ah oui, c'est des sujets. Voilà, c'est des sujets compliqués. Et là aussi, on n'a pas la même lecture en France, pas la même lecture à Tel Aviv, pas la même lecture à Ramallah, et pas la même lecture en Patagonie, toi. C'est pour ça que c'est pas évident. Faut pas entrer avec nos visions du monde, quoi. Sinon, on va rentrer dans le truc comme tel antisémite, lui, c'est un pote à Dieu donné. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, toi. Et c'est là où c'est compliqué aussi d'essayer. Mais en même temps, il y a cette réalité-là, c'est que voilà, parfois c'est une drôle de scène, toi. C'est très très bizarre. Mais puis en fait, voilà, donc tu as toute une sorte de routard vraiment sans le sou qui a pour objectif d'arriver, de traverser la Patagonie. La route australe est devenue un peu mythique, quoi. Ça, c'est un peu c'est la nouvelle route 66 de notre genre, tu vois. Et ça, c'est assez intéressant en termes d'image. Et puis, comme elle est goudronnée entièrement, quasiment depuis très récemment,
presque, enfin, toi, il va bientôt être entièrement tourné jusqu'au dernier mètre. Et du coup, ben, il y aura de moins en moins de pistes, donc, et du coup, ça va être plus rapide. Et le tourisme qui se développe le plus aujourd'hui, les vrais voyageurs qui sont la vraie valeur ajoutée, entre guillemets, de la Patagonie, ce sont les touristes chiliens, du Nord, quoi. Okay. Toi qui découvres enfin la Patagonie, au-delà des clichés aussi. Ouais. C'est ça qui est important, toi. Les gens de Santiago, les urbains, c'est un pays où il y a un PNB ça marche bien, enfin, toi, on est au business, et du coup, ben, les classes moyennes commencent de plus en plus à découvrir leur propre pays, toi. Grâce notamment, et leur trip, c'est quoi? C'est de prendre la bagnole, mettre toute la famille et descendre et faire maximum de kilomètres, bouffer de l'asphalte. Mais toi, c'est le road trip en fait. C'est vraiment, ça fait partie un peu de la mythologie. Mais ça aussi, c'est vous connaissez un peu les Amériques, toi. Justement, c'est pas un truc on n'a pas ça en Thaïlande ou au Cambodge, quoi. Tu as ça, c'est un trip que tu as en Amérique, c'est l'Amérique, quoi. C'est trans-amazonienne, c'est pareil, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis et lire Kerouac, toi, tu peux trouver ça dans toutes les Amériques, c'est un peu le truc qui, tu sais, le front pionnier, tous ces trucs-là, quoi. Le Far West, le Far South, par exemple. Et là, du coup, beaucoup de Chiliens découvrent de plus en plus la Patagonie, ce qui est bien. Ça, c'est un côté quand même positif. Et voilà, donc il y a aussi après, ça fait parfois de l'arrogance. Toi, c'est un peu comme autrefois quand les Parisiens découvraient la Bretagne. Putain, ils sont bizarres, les sauvages, chez nous. Donc parfois, il y a encore des vieux réflexes qui peuvent exister. Les revenus ne sont pas les mêmes. Mais il ne faut pas non plus... voilà, mais je pense que c'est plutôt bien. Les gens commencent à se connaître mieux, ils commencent à connaître leur pays. Voilà, ça fait partie de ça aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même les Européens, ils ont... c'est à la mode. Il y a un truc porteur en Patagonie. Vous le voyez bien, je pense un peu. Il y a toujours il y a un côté comme ça. Non seulement c'est très beau, mais ce côté vraiment de terre de refuge, ça c'est quelque chose... et aventure un peu. Ouais, bien sûr, mais aventure, les glaciers, il y a les fjords, il y a les bateaux, il y a la pêche à la mouche, c'est pour les riches, et ça marche d'enfer, surtout pour les Nord-Américains, mais ça aussi, c'est un créneau qui n'est pas trop pour les Français, c'est pas trop dans notre culture, mais voilà, les stars d'Hollywood qui vont faire de la pêche à la mouche en Patagonie, etc. Brad Pitt, c'est ça? Ouais, parce qu'il a fait au milieu d'une rivière, c'est pas lui, non? Harrison Ford. non, mais je veux dire, après, c'est intéressant de voir un peu comment ça fonctionne aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi il y a même un cinéma quand même assez intéressant, il y a une littérature quand même, Francisco Coloane, par exemple, comme très intéressant, parce que voilà, on est quand même dans une sorte c'est fabuleux, les histoires de marins et d'exploration. Donc, tu vois, tous les récits des explorateurs, depuis Magellan qui est arrivé en 1520, c'est là où tout a commencé un peu. Et donc, c'est quand même intéressant, de voir un peu comment tout ça éveille notre curiosité, Je veux dire, t'as plein t'as les liens qu'il y a entre, par exemple, les Malouins, les gens de Saint-Malo, ou les Bretons, par exemple, et les gens du sud de la Patagonie, c'est intéressant. On a beaucoup donc tu vas dans le sud, tu as plein de noms croates, tu as plein de gens de gallois, tu as plein de gens, etc., des basques, etc. Donc on voit quand même que, pas oublier qu'avant les avions, le low cost et tout, tu as Valparaiso et puis voilà, il y a l'histoire des caps et tout ça. Donc on voit quand même comment on est les bateaux, c'était quelque chose, quoi. Et tout ça, c'est une mythologie aussi. Aujourd'hui, on est dans le genre, les voyages avant, c'était vraiment des voyages. Aujourd'hui, le voyage, c'est de plus en plus quelque chose de surfait. C'est trop facile. C'est une réalité, quoi. Moi, je m'intéresse pas un petit peu. Je trouve ça très intéressant de voir tout ce qui est maintenant les nomades digitaux. Ouais. Par exemple, donc on parle beaucoup de ce genre de trucs. Digitaux. Et ça devient ah tiens. Je t'avais dit qu'il fallait qu'une fois tu fasses, ou je sais pas à toi que j'avais dit qu'il fallait que tu fasses l'anthropologie des blogueurs voyage. Ça serait, il y aurait sûrement plein de choses notamment eux, c'est tous ceux qui, tu vois, tu peux être architecte et puis bosser à l'autre bout du monde et mais construire une tour qui est faite à New York, tu vois, et t'as juste besoin d'une connexion à internet et d'un ordinateur, comme certaines personnes en ont besoin aussi. Personne n'est visé. et du coup, c'est marrant parce que c'est des gens aussi qui ont des fois des habitudes dans la journée qui sont quand même très carrées, tu vois, parce qu'ils doivent être en communication avec leur bureau d'architecte ou ils sont web designers, par exemple. C'est un truc qui marche super bien, le web design. Parce que bon, maintenant, même si les prix du site internet, ils ont beaucoup baissé, tu vois, mais ils font, pour $1000, je te fais ton site. Pour $1000, dans beaucoup d'endroits du monde, tu vis un mois peinard, quoi. Et ça te prend 2 heures. Si t'es un mauvais web designer, ça te prend 2 heures et tu fais de la merde, quoi. Mais il y a beaucoup de ça et c'est vrai que
je vois beaucoup de gens et avec ces communautés-là, j'ai pas mal de contacts. Et c'est vrai que c'est un peu le rêve, tu vois. Tu te dis, j'ai envie de voyager, ouais, mais ça coûte cher. S'il faut que je bosse ici 12 mois pour partir un mois en Patagonie, ça va pas. Alors que si je génère de l'argent pendant que je voyage, finalement, je peux voyager éternellement, tu vois. Et ça, tu as de plus en plus de gens, par exemple, je prends l'exemple, je te dis ça parce qu'à Bali, là où j'habite, il y en a plein, tu vois. C'est un endroit idéal. Et voilà, et par exemple, c'est pareil à Chiang Mai, tu vois, en Thaïlande, ou à Phnom Penh, je vois un peu dans les endroits et donc des endroits où le coût de la vie n'est pas trop cher. Mais où il y a des bonnes connexions Internet. Voilà, où c'est plutôt assez génial pour beaucoup de choses, tu vois, c'est cool, enfin, tu vois, plein de choses. Et par contre, après, toi, à la limite, ils vont aller en Patagonie. Mais en Patagonie, ils vont y aller juste se balader, puis ils vont revenir. Parce que c'est pas là-bas qu'ils vont s'installer, c'est trop cher pour ces gens-là, toi. Ouais. Sauf certains cas, mais je veux dire, toi, tout le monde n'est pas suisse. et donc, du coup. Moi, je vais aller à Bali. Non, et du coup, après, toi, c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais il y a le meilleur et le pire là-dedans. Et il y a aussi surtout, ce qui est super intéressant, c'est aussi une idéalisation, en fait. Voilà. En connaissant beaucoup et en parlant, et même des blogueurs que je vais pas citer parce que j'ai cassé leur travail, mais qui te vendent un petit peu sur leur site internet, partez, on va vous donner des conseils pour comment assumer votre journée et tout. Mais l'indépendance, et je pense que tu le sais très bien puisque tu l'es, c'est dur à gagner ton indépendance. C'est compliqué, c'est une vraie. Il faut avoir une vraie maîtrise de ce qu'on fait, de soi. C'est pas évident, l'air de rien, de travailler en solo quand t'as pas un patron qui te gueule dessus pour le faire, hein, parce que quand t'es en solo. C'est clair, t'es en Patagonie, tu dis est-ce que je vais me promener ou est-ce que je suis sur mon ordinateur à la con ? Je vais me promener, ouais, mais tu génères pas d'argent quand tu te promènes. Enfin, il y a tous ces trucs-là, il y a les questions d'assurance, de maladie, etc. Puis il y a le problème aussi de l'entre-soi, surtout qui moi pose personnellement un gros problème, toi, quand j'analyse un petit peu ce que je vois, toi. C'est l'entre-soi, c'est que les gens qui restent entre eux et les communautés qui se refondent, toi, qui se ressoudent, toi, ailleurs, toi, parce qu'ils arrivent plus à se parler chez eux. Donc par exemple, c'est délirant de voir, je sais pas, tu as un Allemand et un Australien vont très bien bosser ensemble, toi, dans un café à Bali. Parce qu'ils font déjà bien, mais par contre, c'est l'Américain chez lui avec son voisin et c'est beaucoup plus compliqué, toi, de bosser ensemble. Et par contre, là, ils vont refonder. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en milieu autochtone, quasi hostile, inconsciemment à leurs yeux, tu vois. Ce qui veut dire quoi ? Moi, je le vois à Bali, tu vois, ou ailleurs, ou à Phnom Penh. Les Cambodgiens ou les Baïnés ont une culture quand même très différente. Ils n'arrivent pas complètement à comprendre ce qui se passe, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on est bien entre nous, quoi. Mais c'est humain, c'est naturel. L'anthropologie du Starbucks café ou du cybercafé. Voilà. Mais moi, ça m'arrive de temps en temps un petit peu, toi. Et je trouve ça très problématique, très problématique, toi, quand même. Parce que tu as quand même des gens comme ça qui partent très longtemps et qui ne rencontrent personne. Et puis en plus de ça, ils rencontrent tout le temps des gens, mais ils rencontrent personne. Tu vois comment te dire, toi. Puis en l'occurrence, pour tous ceux qui sont blogueurs ou nomades ou qui sont écrivains, etc. En plus de ça, vendent une vie qu'eux-mêmes ne vivent pas. Parce qu'en fait, eux, ils sont au cybercafé en train d'écrire sur un endroit où ils ont été pendant 2 jours parce qu'ils ont eu un deal avec l'Office du tourisme. Mais ils ont été 2 jours, ils sont pas plus experts de rien du tout que le mec qui a booké depuis ici, tu vois. Parce que l'air de rien, encore une fois, pour voyager, rester un moment et tout ça, il n'y a pas que les anthropologues qui le font, il y a aussi des voyageurs qui le font, mais c'est une autre complexité et tu peux pas te permettre de travailler 8 heures par jour tout en explorant les environs sur ton ordinateur. Enfin, mais bien sûr, je pense que c'est aussi une sorte d'Eldorado qu'on essaye de vendre beaucoup. Bien sûr, et en réalité, c'est pas si cool que ça, hein, franchement. Voilà, c'est là aussi. Du réel, quoi. On est aussi dans les illusions, quoi. Puis une fois de plus, ce qui est très intéressant, c'est de voir quand même, de voir, voilà, je sais pas moi, c'est de voir comment de plus en plus de gens ils n'ont plus de boulot ici, ils vont chercher ailleurs. Le nombre de personnes que je vois comme ça partir, tous âges confondus, tu vois, qui partent tout simplement dans des endroits comme ça parce qu'ils cherchent du boulot. Aujourd'hui, à Bali, les touristes les plus importants, c'est les Chinois, les Européens sont loin derrière, quoi. Et les Européens, quand ils viennent, c'est pour chercher du boulot. C'est moins en moins faire du tourisme, non? Donc c'est intéressant parce qu'on est quand même dans un renversement de tendance, toi, quand même assez intéressante. Et donc on essaie de pas trop voir, tu vois, parce que ça le met mal à l'aise, tu vois, un peu. Donc souvent on n'essaie pas trop de le voir, mais c'est quand même très intéressant ce qui se passe, toi. Donc, puis ces immigrés qui vont piquer le boulot aux autres à l'autre bout du monde, quand même, c'est scandaleux. C'est pour ça qu'on est dans des questionnements par rapport à d'autres qui viennent chez nous, justement. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis ça, justement. Et du coup, je trouve ça très drôle. Voilà, et c'est ça. Moi, je vois un nombre de Français que je vois râler parce qu'on leur donne pas assez de possibilités de faire du boulot à Bali, par exemple. Donc ça, donc ça me fait marrer, quoi, tout ça. Et donc l'autre chose aussi, c'est que pour revenir à la Patagonie, c'est marrant parce que du coup, c'est pas du tout le même cas. Mais on va retrouver là d'autres formes d'utopie. Je parle un tout petit peu. Toi, c'est l'histoire aussi. C'est tous ces gens en fait qui ont envie de partir, en fait, de s'échapper, de s'évader, toi.
Et c'est vrai que c'est un lieu d'évasion parfait, tu vois. La Patagonie chilienne, quand tu vas bien dans des endroits paumés, et parce que, et du coup, t'as pas mal, tu vas trouver des gens comme ça, je sais pas, des Français, des types, soit qui ont un business, un peu comme tu disais, toi, si tu veux, soit c'est des gens qui simplement veulent vraiment se cacher, quoi. Se cacher pour être tranquille, quoi, qui veulent se retirer du monde, en fait. Toi. Là, on est vraiment et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le processus de retraite, mais aussi d'utopie, toi. Donc ils vont se recréer, toi. C'est des gens qui sont désabusés, toi, ou qui simplement et souvent c'est là l'exemple, j'ai eu un informaticien parisien, par exemple, que j'ai rencontré à Tourtel, donc un peu un bout du monde comme ça, une super petite ville tout en bois, et le type, informaticien parisien, il gagnait pas mal d'argent quand même, et il a une vie de stress délirant. Puis là, il dit, tu vois, moi là, je suis parti, en tout, j'étais parti 3 semaines, là, ça fait 3 mois que je suis là, je peux plus rentrer, quoi. Je vois pas comment je peux rentrer, prendre le métro de nouveau, toi, etc. Ça. Après, toi, chacun son délire, mais il y a aussi ce côté dans le genre, alors qu'il est dans un endroit où franchement, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est génial, mais t'as rien. Je veux dire, par rapport à un type qui habite en face du Louvre, toi, enfin, je sais pas, etc. Toi, enfin, qui a d'autres choses à faire. Toi. Et là, tu te dis quand même, c'est intéressant, c'est que qu'est-ce que notre monde fabrique encore aujourd'hui comme projet, toi, comme envie de. Il y a un problème, toi. On est quand même dans une. Clairement. Là, à un moment, en discutant avec lui, c'était très intéressant parce qu'il dit que ici, tu vois, je peux faire un petit truc, je gagne moins d'argent, mais bon, ce sera plus cool. Et après, il se pose plein de questions. Toi. Et des gens comme ça, j'en rencontre pas mal. Toi. Et c'est marrant parce que c'est pas vraiment, voilà, je trouve ça toujours très intéressant de voir aussi ces différents profils de voyageurs en fait, tu vois. Parce que chacun ramène ses problèmes, chacun ramène sa vie et sa quête de survie, tu vois. Et voir un Brésilien en Patagonie ou un Argentin, c'est pas pareil, toi. Les deux, d'autres manières de voir les choses, toi. Et puis après, quand tu vois, voilà, des moments, tu vois, je sais pas, quand tu vois les rares, c'est très rare de voir des Asiatiques, toi. Mais t'en vois un peu de temps en temps, c'est très marrant, toi, parce que ça donne des situations assez anecdotiques aussi, toi. Et c'est intéressant de voir tous ces différents types de profils, toi. Et puis quand tu vois l'Israélien, qui est pas comme l'Israélien que je vous ai montré après, c'est le cliché de ça, enfin, qui vient après ce service militaire se lâcher, toi. Donc c'est génial parce que maintenant tu as des familles qui disent il faut quand même être gentil avec les jeunes qui n'arrêtent pas de boire devant chez nous la nuit, ils sont chiants, mais c'est génial parce que quand ils rentrent à Tel Aviv, ils disent que c'est très beau et il y a leurs parents qui viennent. Et quand leurs parents viennent, eux ils sont hyper gentils, eux ils sont hyper sympas, eux c'est hyper cool, c'est génial, tu vois. Parce que tu es quand même dans des. Et du coup, tu as les parents, ça j'ai entendu plusieurs fois, tu vois, et ils disent, du coup leurs parents ils viennent, mais alors là ça devient des touristes qui ont plus d'argent. Qui vont aller dans les hôtels, enfin qui vont dépenser plus d'argent et qui sont beaucoup plus respectueux avec les gens, enfin toi. Et alors c'est marrant, toi, donc souvent ils disent, faut quand même être gentil avec les jeunes un peu rebelles là, ils sont quand même pas sympas, tu vois. Mais parce qu'après ils vont ramener leurs parents, enfin c'est trop marrant, toi, de voir ça. Et ça montre aussi les réalités de ce tourisme-là, quoi. C'est juste un exemple, hein, mais c'est juste. Tu avais d'ailleurs écrit une superbe chronique sur la croisée des routes sur Tortel. Que je vous invite à regarder. C'est aussi marrant parce que tu t'essayes pas de nous vendre Tortel en fait, mais t'en parles juste et tu parles surtout du tourisme et qu'est-ce que ça va ou qu'est-ce que ça peut changer pour Tortel en bien ou en mal. Mais du coup, moi, ça m'a donné envie d'aller voir. Et du coup, je me posais une question. À un moment, tu parles d'un petit village, je me rappelle plus le nom et ça n'a pas beaucoup d'importance, où tu dis là, personne s'arrête, alors qu'en fait, il faudrait s'arrêter parce que c'est super cool, tu vois. T'as bien aimé l'endroit, t'as bien aimé les gens et t'as dit que c'était joli et tout. Je me disais, est-ce qu'au bout d'un moment, quand tu écris un bouquin, j'avais déjà eu la discussion avec des blogueurs voyage qui se posent des questions sur ce qu'ils font, tu vois, qui sont pas seulement dans il faut que ça rapporte des clics, tu vois, qui se disent, ouais, mais si par hasard je m'arrête quelque part et que c'est super génial, que c'est super mignon, et que j'en parle, et forcément tu as une audience, tu vois, et si ça fait boule de neige et que du coup il y a 10 000 touristes par année qui se ramènent, l'endroit dont j'ai parlé déjà n'existe plus, et peut-être c'est pas bien en fait, tu vois, est-ce qu'il faudrait pas... c'est joli, mais je garde les photos dans ma tête et j'en parle pas, tu vois. Est-ce qu'il y a des questions enfin, je pense que tu te les poses, tu vois, mais... Je pense que c'est un peu comme... c'est un vieux débat, ça, tu vois. C'est le débat... les types qui font les planètes disaient ça. Ils disaient les meilleurs endroits, ils les montrent jamais, ils en parlent jamais, toi. Enfin, certains types, en tout cas, toi. Et moi, je sais pas, j'ai créé des circuits, par exemple, j'ai aidé des gens pour monter des trucs. Je sais pas, moi, près de chez moi, il y a une cascade, j'ai jamais montré à personne, toi. Je dirais, parce que bon, j'ai pas envie de... Toi, non. On va chercher sur Google. Si toi tu viens, je te montrerai. Et du coup, non, mais voilà, c'est parce qu'à des moments donnés, t'as pas envie non plus de dévoiler tous les trucs. Ouais, mais je pense que c'est pareil. Après, quand le boulot que moi je fais, bon voilà, c'est quand même
moi j'essaie d'être justement par exemple pour Tortel, il y a des projets, des politiques touristiques qui existent et tout ça. Et je veux dire, moi je pense juste que il faut, voilà, moi je ferai jamais la promotion bête et méchante de quoi que ce soit, toi, ça m'intéresse pas, toi, parce que j'ai pas d'intérêt là-dedans, toi. Oui, c'est pas le but. J'ai pas d'intérêt, puis j'ai même pas envie, j'ai pas envie d'en avoir, etc. Toi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est essayer s'il y a des belles choses, c'est bien parfois d'en parler, mais d'en parler peut-être avec retenue. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est d'en parler, essayer que les gens, tu peux en parler, c'est ça, c'est un peu la différence. C'est comme quand on monte des photos, tu vois, selon les photos que tu vas montrer, tu peux attirer un certain type de public ou pas. Enfin, toi, et je veux dire, et c'est plus, je préfère essayer d'en parler. Toi, quand je parle de l'île des Morts, par exemple, qui est à côté d'Ortel, je veux dire, beaucoup de gens, ils vont pas aller là-bas pour ça, parce que c'est pas un truc très sexy, quoi. Enfin, toi, tu veux montrer un glacier, je sais pas quoi, on peut y aller je sais pas, en jet ski si tu veux. Tu vois. Je veux dire, là, tu vois, toi, tu vas attirer une autre clientèle. Enfin, toi, je veux dire, c'est autre chose. Toi, et ça, moi, c'est pas mon truc. Toi, donc, je vais jamais faire de promo, un truc comme ça. Sport aventure, c'est vraiment pas mon truc, donc pour moi c'est plutôt un truc destructeur plus qu'autre chose. Toi. Par contre, l'île des Morts, c'est toutes les mémoires des ouvriers qui ont été assassinés, plus ou moins, etc. Donc c'est toute une histoire qui a été occultée, qui est très intéressante, toi, qui ressurgit grâce à un anthropologue chilien là, qui s'appelle Mauricio Osorio, qui est spécialiste de ça, qui a vraiment fait un super boulot sur place. Et ça, doucement, ça sort cette histoire-là, et c'est génial, parce que ça, si je peux en parler quelques bribes, tu vois, ça me fait plaisir parce que et si quelqu'un se dit tiens je vais aller voir ça m'intéresse cette mémoire, ouais c'est bien, c'est ça le but, mais ça va pas être c'est le but, tout le monde, voilà, non, ça m'intéresse pas de m'en ramener toute la meute là. C'est pas mon truc. C'est tout le problème j'ai pas écrit Éloge du voyage désorganisé pour rien. non mais oui, c'est ça. non, c'était ouais. Non mais c'est vrai, mais je trouve toujours que cette question est super intéressante en fait, et il n'y a pas vraiment de réponse, etc. Après, un truc que je me suis posé, c'est bon, maintenant tu as écrit ça, effectivement, tu as donné des rapports à plein de gens qui te les ont demandé ou pas, qui ont consulté ça. Est-ce que maintenant tu vas est-ce que tu es consultant pour un suivi sur certains projets sur place? Est-ce que ils te disent par exemple, ah ouais, tu as parlé de ça, tu nous as donné quelques conseils, mais reste avec nous, on essaye de construire un truc ensemble, et que tu nous files des conseils, que ce soit sur le tourisme ou la façon de, entre très grosses guillemets, bien faire les choses, parce que t'es pas un donneur de conseils, tu vois. Est-ce que tu le fais, ou est-ce que maintenant ça c'est fait, au revoir, quoi. Moi c'est tout pareil, c'est que ce qui est important c'est l'environnement, toi. L'environnement social, c'est un peu comme en famille, toi. C'est comme si t'es avec un mec ou une nana, toi, faut bien choisir avec qui on est, avec qui on traîne, et avec qui on bosse, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue. La liberté est à ce prix-là, toi. La liberté est à ce prix-là, toi. C'est que si tu sais t'entourer, c'est pour ça que je dis toujours, les gens infréquentables, faut pas trop faire des choses avec eux, quoi. Et donc, du coup, choisir, en fait, voilà. Et donc, c'est important, on a le choix, hein. Enfin, bon, c'est comme le choix de dire non. On a le choix de dire non. On a le droit de dire non, souvent, et souvent, les gens disent pas non. Et donc c'est un problème, toi. Et donc moi c'est un peu pareil, c'est que là je travaille heureusement je suis entouré là, pour le projet sur le Chili avec des gens vraiment très sympas, tu vois. Il y a d'autres peut-être très lointains, je sais des financeurs ou des gens que je connais pas qui sont peut-être moins sympas, mais je m'en fous parce que c'est pas avec eux que je travaille, toi. Donc les gens avec qui je travaille sont super bien, et si je peux continuer, peut-être qu'on continuera à un moment donné un petit truc avec eux, voilà, c'est génial parce que je sais que, comment dire, eux ils acceptent ma différence, ma spécificité. Peut-être ma petite valeur ajoutée s'il y en a une, toi. Et moi, je suis très reconnaissant du fait que, tu vois, il y a un projet. Parce que moi, je fais ça quand je bosse tout le temps. On va dire, en gros, moi, je fais comme ça. Si ça vous plaît, c'est bien. Mais je vais pas trop changer le truc, quoi. Je lâche rien sur ça, toi. Alors, c'est sûr que parfois, c'est compliqué parce que les gens essaient toujours d'arrondir les angles, toi. Donc il y a des gens, je sais qu'il y a 2-3 personnes là-dedans qui vont dire quand même, comme t'es dur là-dessus, toi, t'es dur là, toi. Ouais, mais moi je suis pas là pour faire la promotion des hôtels, je suis pas là pour faire la promotion des agences, toi, des gens qui sont très sympas avec moi, mais je suis pas là ils pensent que je vais leur servir la soupe, mais je fais pas ça, moi, toi. Normalement c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà, mais ça marche pas avec moi comme ça. Ouais. Donc Michelin a déjà essayé, l'UNESCO a essayé, plein de gens ont essayé déjà avec moi. Ça va pas le faire demain, quoi, donc je vais pas commencer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce rapport, monsieur? Non, mais ça c'est aussi, il faut assumer à un moment donné un certain esprit critique de nature libertaire, ou alors on fait autre chose dans la vie. Bon, on en parlait, l'esprit critique, ouais, mais on en parlait, tu vois, quand t'es indépendant, il y a toujours un moment où les risques de transiger tes belles règles que t'as avant de le devenir deviennent plus compliqués, tu vois. À un moment, il faut gagner du fric pour manger, tu vois. Et j'avais discuté ça encore une fois avec beaucoup de blogueurs en off, bien entendu, et c'est compliqué des fois, tu vois, je veux dire, Bien sûr. Parce que si tu t'acceptes pas le deal, ou que le mec te dit ouais mais enfin tu vois, comme tu disais, si t'es un petit peu pas sympa ou un petit peu critique sur le truc, et que tu vends pas le truc comme étant le truc incroyable à faire,
tu sais très bien qu'avec ces gens, tu n'auras plus jamais de contrat, tu vois. Donc, oui, ça m'arrive souvent, ça. Ça m'arrive souvent. Voilà. Mais c'est pas un problème. Parce que, c'est parce des que t'as trucs aussi que d'autres t'aurais gens. pas fait. Non, mais t'as aussi d'autres gens après qui vont te contacter en disant tiens, t'es pas achetable, ça m'arrive aussi. Tiens, toi, c'est bizarre, t'es pas achetable, c'est rare. Donc il y a des gens qui m'ont déjà contacté comme ça aussi, tu vois. Après, évidemment, t'en as moins. Mais oui, c'est ça. On est d'accord. Ouais, voilà. Mais là aussi, est-ce qu'il vaut pas mieux la qualité que la quantité? Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi. C'est toujours le même problème, quoi, en fait. Non, je suis d'accord avec toi, à part que je pense vraiment sincèrement que c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Donc que ce soit faisable, la preuve, t'es toujours vivant, non, mais en bonne santé, même si t'es un petit peu cassé. Mais... Ouais, là j'ai l'épaule cassée, donc ça va, profite pas, tu vois. Voilà, exactement. Et malgré ça, je pense que non. Mais comme dit HK et Saltimbanque, c'est un groupe sympa, tu vois. Faut rien lâcher, quoi. c'est pas compliqué, tu vois. Et finalement, c'est comme ça dans le boulot, c'est comme ça dans la vie, et c'est comme ça tous les jours, quoi. Et ça paraît facile comme ça, mais c'est vrai qu'il faut batailler, comme tu le disais avant, il faut batailler tout le temps. Et je veux dire, je pense qu'en bataillant, tu gagnes en liberté, tu gagnes en bonheur, tu gagnes en jouissance. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Ah ouais, non, mais tu peux rester sincère, ce qui est quand même. Bah ouais, moi je trouve c'est, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que tu te dis, toi même si tu peux pas devenir riche, tu vas pas passer au journal de 20 heures, mais ça c'est le dernier de mes soucis. Par contre, je suis content de pouvoir me regarder dans la glace le matin. Enfin toi, j'en connais plein qui peuvent pas trop se regarder. En lisant tes livres, t'as vu quand même pas mal de trucs cool en plus. Enfin, tu vois, c'est pas cool, que. Ouais. Enfin cool. Cool, c'est-à-dire quoi cool? Bah je sais pas parce que moi je trouve toujours c'est difficile de classifier les endroits et tout, mais t'as été dans beaucoup d'endroits, t'as eu contact avec beaucoup de gens et ça doit être super enrichissant pour toi aussi, même si tu le transmets. Ouais. Et pour toi, en même temps, tu vis des expériences qui bien sont... sûr. Bien sûr, il y a un côté, évidemment, je pense qu'il y a un côté, hédoniste, toi, forcément, qui pousse à une certaine... si tu fais pas plaisir à toi, comment veux-tu transmettre du plaisir à d'autres, quoi? Je veux dire, c'est pas de l'égoïsme, ça, c'est du réalisme. Comment dire, toi, c'est, à un moment donné, toi, connais-toi toi-même, d'abord, avant d'essayer de connaître les autres, hein. C'est depuis l'Antiquité qu'on dit ça. donc, je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est important aussi d'être conscient de ça, toi. Je veux dire, je pense que on peut pas faire un truc bien si on se fait pas plaisir, quoi. Tu vois. Donc je pense que c'est pareil pour les entomologues, c'est pareil pour les mécanos, c'est pareil pour personne, pour tout le monde. Ah oui, mais moi, j'essaye toujours de trouver un endroit qui me plaît, où je suis content de travailler, et comme tu dis, à tous les niveaux, ça se vaut. Après, c'est peut-être un autre sujet qui n'a rien à voir avec la Patagonie, hein, du coup, mais c'est quand en discutant avec beaucoup de gens, même ici au festival, au Grand Bivouac et tout ça, il y a toujours quand même la peur de changer, la peur de si je fais ça, qu'est-ce que je risque et tout ça. Voilà. Et ça demande, comme tu dis, du coup, si tu te connais toi-même, tu connais tes limites et tes capacités, tu as plus de facilité à le faire, mais ça reste un travail compliqué. Je crois pas bien, sûr. Mais je crois pas que c'est l'école ni les médias qui t'apprennent à le faire. Après, c'est aussi une question de gestion d'image. C'est qu'à un moment donné, c'est la confiance en soi. À partir du moment où tu as confiance en toi, dans ce que tu fais, toi, tu arrives à beaucoup mieux gérer les situations. Mais ça se travaille, ça. Enfin, ça se travaille et c'est pas facile. Et chaque personne va avoir d'autres manières de réagir, tout à fait. Psychologiquement, etc. Voilà, moi je sais que, comme je t'avais déjà dit peut-être dans le passé, on se connaît bien quand même finalement, c'est que on a beaucoup parlé. Moi c'est grâce à la fréquentation assidue des cultures asiatiques, toi, que ça m'a permis d'entrer dans notre univers un peu, toi, en termes de rapport, psychologiquement, je veux dire, toi. Et ça m'aide beaucoup, toi. Alors, du coup, ta dernière question, alors du coup, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Bientôt 1 heure. Bon. Du coup, peut-être dernière question, parce qu'après, tu as aussi des choses à faire sur le festival et on veut pas te contacter, mais ta dernière phrase est super sympa, tu vois, tu dis au contact des cultures asiatiques, c'est vrai qu'on en a parlé en off quand on déjeunait. Mais là aussi, c'est un truc compliqué pour le touriste, tu vois. Parce que maintenant, je me dis, tu vois, par exemple, là, je vais en décembre et tout, je sais pas quand ça sortira, j'y serai peut-être déjà ou je serai parti. Laos, Cambodge et tout ça, tu vois, où il y a aussi une culture et tout ça, une religion et tout ça. Non, mais en tant que... Oui, étonnant, je dis des choses vraiment incroyables dans ce podcast. Non mais tu vois, alors le truc qu'on vend aux touristes, tu vois, c'est va dans le temple, je sais pas quoi, faire de la méditation avec des moines ou j'en sais rien, qui ont des mobiles et qui te like sur Facebook après. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que pour nous aussi, oui, moi j'aimerais bien qu'on m'apprenne un petit peu tout ça, mais si je vais les mains dans les poches là-bas, je fais comment, tu vois, ou je dois payer un truc de luxe à 10 000 € le jour pour aller avec le Dalai Lama, ou enfin, tu vois, je veux dire, oui, c'est beau de dire, on va voir les cultures asiatiques, mais on fait comment? Tu toi-même. T'apprends la langue, t'y restes. Et l'essentiel des voyageurs qui écoutent quand même, ils peuvent plus d'un mois de voyage, c'est compliqué, tu vois. Non, c'est là que ça commence à être sympa. C'est qu'à un moment donné, je pense que c'est vraiment ce problème d'immersion, quoi. En fait, c'est qu'à un moment donné, si
si Si il t'as faut se 2 poser, semaines, quoi. c'est sûr Tu vois. que... Faut arrêter de bouger tout le temps, toi. Faut se poser, toi. Voyager, c'est se poser, en fait, toi. Et c'est même se reposer. Tu vois. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, ce serait vraiment justement, je prends l'exemple de ce que tu viens de donner. Bah, je sais pas, j'ai passé 4 mois au Cambodge cette année, toi, vraiment, parce que j'aime bien de temps en temps, si je prends un bouquin, puis je vais me coucher parce qu'il fait trop chaud, toi. Il fait trop chaud, vraiment trop chaud dehors, toi. Donc je vais me coucher dans la pagode, toi, puis je prends un bouquin, puis les moines, puis après les moines ils viennent discuter, puis ou c'est moi qui viens, ou puis on discute parfois un peu, puis enfin c'est tout bête comme exemple, toi, mais je veux dire, mais voilà, mais t'es pas obligé non. Enfin voilà, faut pas venir tout de suite faire les photos, tout de suite vouloir rentabiliser, être efficace, toi, tout ces Oui, mais trucs-là. t'as payé ta journée. Le but c'est de vivre d'abord, c'est de vivre et d'essayer de prendre un peu le pouls de ce que se passe autour de toi, modestement. Toi. Tranquillement. Et c'est pas toujours évident, parce que moi aussi je fais beaucoup de photos, par exemple, toi, donc je suis aussi prisonnier de cela. Mais faut toujours avoir en tête comment je fais pour voilà, essayer de faire tout ça dans le juste milieu, quoi. C'est encore l'Asie, ça. Toi. Donc, toujours trouver le truc qui est, toi, voilà, de respect, quoi. Et c'est pas évident, parce qu'une fois de plus, on est tellement à la bourre, quoi. Le problème, c'est d'arriver justement à changer de temps, changer d'espace, et d'avoir confiance en soi. Et une fois que tu as ça, bah après tu te laisses aller, et puis ta rencontre que tu viens d'évoquer là, bah elle sera naturelle et très sympa. Le problème, c'est quand on veut atteindre des objectifs. Toi, ça, c'est un truc qu'on aime bien dans notre société, toi. Ouais, bah, les ça petits va chèques à pas, faire toi, dans le carnet. ça va pas, toi. Ça, faut arrêter. Parler à un moine. Faut arrêter, toi. C'est optimiser les objectifs. Hein, c'est pas bon, ça, toi. Faut plutôt essayer d'être bien dans sa tête, quoi. Et ça se travaille, hein. C'est pas évident, parce que elle est à contre-courant, toi. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on avance bien qu'à contre-courant, quoi, toi, en fait. C'est une expression qui sort, je sais plus qui c'est qui dit, mais ils disent souvent sur Niptech, c'est Ben qui dit ça, seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Ouais. Et je trouve qu'elle est très cool. Ah, c'est bien, mais tu sais, le temple de la littérature, par exemple à Hanoï, l'exemple que je donne tout le temps, ça c'est bien pour méditer, quand tu veux être tranquille. C'est Hanoï, c'est une ville comme tel bruit, t'as les klaxons, tout ça. Puis quand tu veux être tranquille, tu prends, c'est pareil, c'est un truc que j'ai déjà fait plusieurs fois, je prends un bouquin, puis je vais dans le temple de la littérature. C'est le mot qu'il faut quand même, tu vois dedans. Bon, t'as des tourelles, c'est tout, tu oublies un peu, mais sinon, t'es en plein cœur de la ville, et puis finalement, c'est apaisé, toi. T'as une ambiance qui est quand même cool, malgré tout. Ah, t'as quelque chose qui passe, quoi, toi. Et puis tu te mets tranquille, et puis t'es là, puis ce moment-là, tu vois une sculpture d'un poisson. Le poisson étant très important dans la culture vietnamienne, confucienne, etc. Et tu as le poisson, c'est toujours celui qui nage à contre-courant, tu vois. Parce que la pensée profonde, elle avance d'abord. Les critiques avant tout. C'est quand même tout le tout. Ouais, ça se rejoint bien, c'est cool. Donc du coup, si on va avoir plus de s'intégrer un peu dans la culture asiatique, on va dans un endroit et on y reste pour éviter de bouger. Mais si tu peux pas rester longtemps, bah, tu y reviendras. Moi, j'ai 2 mois de libre. Enfin, tu vois, tu dis les voyageurs qui peuvent pas partir plus d'un mois, bah tu vas d'abord un mois tranquillement et puis tu y retournes et tu... Ouais, mais on en a déjà souvent parlé, tu vois, c'est comme tu dis, tu voyages pendant un mois, il faut que tu vois ce temple, ce truc, cette montagne, que tu vas voir ce truc et tout. Finalement, tu restes un jour sur place. Seulement. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que là, toi, on parlait de la Patagonie, on parle de l'Asie à la fin. Et ce que j'aimais bien en Patagonie, quand je faisais des entretiens ou que j'étais avec des gens parfois, sur un bateau, n'importe où, toi. Puis à un moment donné, ils me demandaient comment c'est en Asie, toi. Donc c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là, toi. Et puis ils me demandaient... Ah, tiens, c'est marrant. Et en fait, ça les intéressait. Et c'est ça qui est intéressant dans le voyage aussi, mais aussi dans l'interculturalité, toi, c'est le fait de partager des expériences partout dans le monde, qui puissent être, qui relèvent de l'universel, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, ils se disaient, ah, mais c'est vrai que ça, ce serait bien qu'on fasse ça là. Et voilà. Et puis, comme moi, je leur disais que voilà, en Patagonie, il y a celui qui se dépêche perd son temps, bah, je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'essayer de promouvoir ce genre de philosophie dans des endroits où les gens sont stressés et oppressés en permanence, quoi. Vous qui nous écoutez dans le métro, hein. On pense à vous. C'est de penser pour vous, les gars. Ah, c'est super. Alors, du coup, merci. On a parlé de plein de choses. Alors, bien sûr, c'est un grand livre, on pourrait en parler pendant des heures. On va gentiment arrêter. C'était gentil de prendre du temps pour nous. Merci à vous deux. Moi, j'ai pas tout lu, mais je trouve ça sympa. Aller, hein, exactement. Il faut y aller. Il y a des objectifs. Hein. Non, et ceci dit, si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est sans totalement le lire ou l'acheter ou avant de l'acheter, sur La Croisée du Route, il y a vraiment, c'est pas les mêmes textes,
Mais il y en a qui parlent de la Patagonie, qui sont vraiment sympas, et ça vous donnera un petit peu une idée de ce dont tu parles, on va dire, plus loin. Il y a que aussi, on a sorti le numéro L'autre Voix, numéro 11. Oui, il y a L'autre Voix, 4 articles sur la Patagonie. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la Patagonie, il y a notamment 4 textes sur la Patagonie aussi. Ouais, vraiment. Et il y a un texte de la demoiselle à côté de moi aussi. Eh ouais. Que je n'ai pas encore lu d'ailleurs. C'est la Patagonie, c'est le pays voisin, c'est le Brésil. Hein. Mais c'est super sympa. Et puis du coup, pour votre prochain voyage en Asie, vous allez à Bali squatter la cascade à Franck. Bah moi, je crois que c'est ce que je vais faire dans pas longtemps. Je repère et je vous donne les lieux. Je vais vous vendre ça, je vais faire un article de blog, la cascade secrète de Franck Michel. Méfiez-vous, Jonathan. Mais méfiez-vous des barbus, elle l'a dit. Hein. Du coup, on se dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés.